Un scandale planétaire est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors que la période de publication des résultats financiers des entreprises est lancée, évidemment, pour ne rien changer, les démagogues sont sortis. L'entreprise qui a sans aucun doute fait le plus parler d'elle et qui canalise cette haine inexpliquée chez un certain nombre de personnes sous prétexte qu'elle ne paierait aucun impôt est sans aucun doute l'entreprise Total Energy. En effet, ce profiteur de guerre a engendré 10,6 milliards de dollars de bénéfices sur le premier semestre de cette année, qui plus est, Total ne paierait pas d'impôts et s'exilerait dans des paradis fiscaux, ce qui ne fait que raviver le débat actuel autour de la taxation des super profits. Ce qui est loufoque, c'est que l'entreprise étant cotée en bourse, tous les documents sont publics, accessibles et donc analysables. Qu'en est-il réellement? Les entreprises du CAC 40 paient-elles réellement très peu, voire aucun impôt? Est-on face à un scandale sans nom où ces dernières se gaveraient sur le dos des Français? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. Avant même de commencer, je préfère avertir que cette vidéo n'a strictement aucune vocation politique et je ne défends strictement aucun parti ou bord politique, qu'il s'agisse du RN, LFI, Républicain, Renaissance, NUPES ou je ne sais quel autre démagogue, je n'en ai rien à faire, le but étant d'être le plus objectif possible. Donc évidemment, tout commentaire haineux ou ayant pour but de polariser le débat ou le biaiser, typique de notre société actuelle, sera évidemment supprimé. Un argument que l'on entend régulièrement lors de chaque nouvelle publication des résultats financiers des entreprises ou lors d'élections, c'est que les grandes et méchantes entreprises du CAC 40 paieraient très peu d'impôts, voire aucun impôt. La situation actuelle de perte de pouvoir d'achat des ménages ne fait évidemment qu'envenimer les choses, dans la mesure où, dans un contexte de hausse de l'inflation, qui atteint des records historiques sur les 40 dernières années, puisqu'il faut remonter à 1985 pour observer des niveaux similaires aux derniers chiffres publiés de 6,1% sur un an, les pénuries à répétition, les difficultés énergétiques qui ne feront que s'accroître d'ici cet hiver avec les tensions géopolitiques, notamment avec la Russie, ou encore l'économie qui se retrouve en plein ralentissement, les conditions sont tout simplement parfaites pour raviver les tensions et s'attaquer aux profiteurs de guerre, à ces entreprises voraces qui se gaveraient, semble-t-il, sur le dos des citoyens. Ainsi, quoi de mieux que de trouver un coupable afin de rajouter encore un peu plus d'huile sur le feu et trouver un responsable plutôt que des solutions. Le débat sur la taxation des super profits ou encore de la répartition des bénéfices en faveur du capital au détriment des salaires est sans aucun doute l'incarnation parfaite de cette rancœur ambiante. Ainsi, à en croire certains, la France serait à la limite d'un paradis fiscal pour les grandes entreprises, du moins c'est ce qui en ressort de l'enquête sur les privilèges du CAC 40 de l'Obs. En effet, à en croire le journal, les plus grandes entreprises françaises ont réalisé des bénéfices historiques en 2021, mais n'auraient pas été taxées en France à la hauteur de leurs profits. Et à juste titre, l'Obs, dans son élan de grand lanceur d'alerte, nous indique que les sociétés du CAC 40 auraient réalisé 174 milliards d'euros de bénéfices. Ainsi, au total, en 2021, les entreprises auront réglé un chèque à Bercy de 9,8 milliards d'euros, une somme qui représente 4,5% de la totalité des bénéfices mondiaux du CAC 40 avant impôt. Ce chiffre très bas contredit tous ceux qui crient depuis 30 ans au harcèlement fiscal des grands groupes. Il va sans dire que, bien que l'idéologie est souvent synonyme de malhonnêteté intellectuelle, afin de manipuler les chiffres et arriver aux conclusions souhaitées, 9,8 divisé par 174 ne donne pas 4,5%, mais 5,6%. Mais qu'importe, car 5,6% reste évidemment un chiffre extrêmement faible, tout droit sorti des meilleurs paradis fiscaux de la planète. Dans le même temps, histoire de bien polariser le débat, une fois de plus, les 197 000 PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, ont payé en moyenne 24% d'impôts, puisqu'elles ont payé 14,2 milliards d'euros d'impôts sur les 59 milliards d'euros de bénéfices. Autrement dit, leur taux d'imposition est plus de 4 fois plus élevé que les privilégiés du CAC 40. Pourtant, est-il vrai que les grandes entreprises ne paient pratiquement pas d'impôts en France? Est-il vrai qu'elles paient à peine 5,6% d'impôts sur leurs bénéfices? En réalité, l'erreur provient essentiellement de ne pas bien comprendre ou de ne pas bien communiquer sur ce qu'est une société holding. Une holding, c'est tout simplement une société qui a pour mission de centraliser la gestion financière et la prise de décision concernant la politique de développement d'une multitude de sociétés. Le cas le plus emblématique est sans aucun doute celui du groupe LVMH, qui est composé d'une multitude d'entreprises. Sauf qu'avec les holdings, deux corrections doivent être appliquées
lors du calcul des impôts sur les bénéfices qu'elles paient réellement. Premièrement, bien que cela n'est pas systématiquement le cas, les holdings sont en règle générale des grandes entreprises qui opèrent à l'international et donc dans de nombreux autres pays autres que la France. Ainsi, et conformément à ce que l'on appelle le principe de territorialité de l'impôt de l'article 209.1 du Code général des impôts, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Et donc corrélativement, les bénéfices des entreprises exploitées à l'étranger ne sont pas taxés en France, mais à l'étranger. Autrement dit, cela signifie que les bénéfices obtenus dans d'autres pays sont taxés dans ces autres pays. Par conséquent, lors de la comptabilisation des impôts payés par ces entreprises, il est nécessaire de tenir compte non seulement des impôts qu'elles payent en France, mais également des impôts qu'elles payent en dehors de la France. Et donc tout naturellement, calculer le taux d'imposition des sociétés du CAC 40 en prenant en compte les impôts payés en France avec les bénéfices mondiaux n'a strictement aucun sens. Il convient de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire impôts français avec bénéfices français, et impôts mondiaux avec bénéfices mondiaux. Je m'explique. Imaginons une société qui dégage un bénéfice mondial avant impôt de 100 euros. Une partie de ce bénéfice mondial, disons pour un montant de 20 euros, est réalisée en France, tandis que les 80 euros restants sont réalisés en Espagne. Dans ces deux pays, le taux d'imposition sur les sociétés est de 25%. Autrement dit, la société paiera 25% de 20 euros, c'est-à-dire 5 euros à l'État français, tandis qu'elle paiera 25% sur les 80 euros de bénéfices à l'État espagnol, c'est-à-dire 20 euros. Manipuler les chiffres et comparer l'imposition en France avec les bénéfices mondiaux pour arriver à la conclusion que notre entreprise n'a payé que 5% d'impôts, c'est-à-dire 5 euros sur les 100 euros de bénéfices totaux, n'a évidemment strictement aucun sens, si ce n'est véhiculer des informations fausses et trompeuses, histoire de favoriser la polarisation et l'opposition au lieu de discuter et favoriser le débat. Il s'agit donc d'une première correction qu'il convient d'apporter pour savoir combien d'impôts ces grandes entreprises paient réellement sous forme de holding. Et là, l'entreprise qui a sans aucun doute fait le plus parler d'elle et qui canalise la haine inexpliquée d'un certain nombre de personnes sous prétexte qu'elle ne paierait aucun impôt est sans aucun doute l'entreprise Total Energy. En effet, ce profiteur de guerre a engendré 10,6 milliards de dollars de bénéfices sur le premier semestre de cette année. Qui plus est, Total ne paie pas d'impôts et s'exile dans des paradis fiscaux. Ce qui est loufoque, c'est que l'entreprise étant cotée en bourse, tous les documents sont publics, accessibles et donc analysables. Ainsi, si on se focalise sur ce qu'on appelle le compte de résultat de l'entreprise, sur le premier trimestre 2022, son chiffre d'affaires s'élève à un peu plus de 143 milliards de dollars. Attention, grand analyste financier en herbe, à ne pas confondre recettes et bénéfices. Le résultat opérationnel s'élève à environ 25,8 milliards de dollars et le montant d'impôt sur ce résultat est de 10,1 milliards de dollars. Il suffit donc de diviser 10,1 par 25,8. Autrement dit, et pour faire simple, le bénéfice de Total Energy est imposé à hauteur de 39%, soit un taux d'imposition supérieur à celui du premier trimestre 2021, période durant laquelle il s'élevait à 34%. En fait, cette croyance largement généralisée est partagée par un grand nombre de personnes qui n'a pourtant jamais pris la peine de lire les états financiers des entreprises, réside dans le fait de, comme nous venons de le voir, comparer les impôts nationaux avec les bénéfices mondiaux. Si Total ne paie pas d'impôts en France, c'est que l'entreprise enregistre des pertes en France. Elle paie bel et bien ses impôts à l'étranger, là où elle réalise des bénéfices. Et donc, si Total utilise les paradis fiscaux pour payer le moins d'impôts possible, deux choses l'une. Soit l'entreprise est extrêmement mauvaise pour optimiser sa fiscalité, soit penser cela relève de la chimère. Mais bon, à force de répéter un mensonge, on finit souvent par le croire. Ensuite, la deuxième correction à réaliser a trait à la forme que prennent les holdings. Sous une société holding, il y a plusieurs sociétés qui font probablement des profits, tandis que d'autres entreprises enregistrent probablement des pertes. Et justement, une holding bénéficie de ce qu'on appelle le mécanisme de l'intégration fiscale. L'intégration fiscale consiste tout simplement à consolider les résultats fiscaux de toutes les sociétés d'un groupe. Ainsi, les résultats déficitaires d'une société du groupe viennent compenser les bénéfices des autres sociétés. L'impôt sur les sociétés s'applique donc sur la différence entre les profits réalisés par les entreprises bénéficiaires d'une part et les pertes enregistrées par les entreprises déficitaires d'autre part. À savoir que les sociétés étrangères ne peuvent pas bénéficier du régime d'intégration fiscale, ce qui signifie que les activités à l'étranger sont bel et bien taxées à l'étranger, comme nous venons de le voir avec l'exemple de Total. Bien que ce mécanisme est susceptible de révolter et choquer certaines petites natures, en réalité c'est quelque chose de très similaire à ce qui se passe par exemple avec l'imposition des plus-values boursières dont nous profitons tous.
Si par exemple au sein de mon portefeuille j'achète des actions pour un montant de 100 € et qu'elles se revalorisent à 150 € et que je les vends, j'enregistre un gain de 50 €, et dans le même temps, au cours de la même année, j'achète des actions pour un montant de 200 € et que leur valeur chute à 175 € et je les vends également, j'enregistre une perte de 25 €. Dans un tel cas de figure, je ne vais non pas payer 30% d'impôt sur mes 50 € de gains, mais sur la différence entre les gains d'une part et les pertes d'autre part. Autrement dit, je paierai 30% d'impôt sur 50 € de gains, moins 25 € de pertes, c'est-à-dire sur 25 € de bénéfices nets. Eh bien c'est en quelque sorte ce qu'il se produit avec les sociétés holding. Si une société gagne 1000 € et une autre perd 600, l'impôt sur les sociétés est payé sur 400 et non pas sur 1000. Et donc forcément, si lors d'un calcul on ne prend en compte que les éléments bénéficiaires sans y soustraire les éléments déficitaires, le résultat est automatiquement faussé. Imaginons le cas d'une société holding dont une entreprise gagne 1000 € et dont une autre entreprise en perd 600, c'est-à-dire un bénéfice net de 400 €. Cette dernière paie ensuite 100 € d'impôt sur les bénéfices, c'est-à-dire un taux d'imposition équivalent à 25%. Si maintenant, au lieu de comparer l'imposition par rapport au résultat consolidé, on la compare seulement avec le résultat bénéficiaire de 1000 €, forcément, on en arrive à la conclusion que le taux d'imposition est de seulement 10%, puisque 100 divisé par 1000. Si on reprend l'exemple de Total vu précédemment, on voit que le taux d'imposition dépend du type d'activité qui se déroule dans des pays étrangers, raison pour laquelle il est nécessaire de prendre en compte les comptes consolidés. A titre d'exemple, l'activité d'exploration et de production est taxée à hauteur de 48%, puisque près de 7,8 milliards de dollars d'impôts ont été payés, pour un résultat de 16 milliards de dollars. L'activité de raffinage, quant à elle, est taxée à hauteur de 22%. En ce sens, ces deux corrections réalisées, c'est-à-dire prise en compte de la totalité des impôts payés dans le monde par rapport au bénéfice total réalisé dans le monde, et intégration fiscale au travers de la consolidation des comptes, la conclusion à laquelle nous arrivons est bien différente de celle qui nous est traditionnellement présentée, et on observe qu'en fait, le taux d'imposition est plutôt normal. J'ai donc épluché la totalité des documents publiés par les entreprises du CAC 40 sur le premier trimestre 2022, et voici les résultats obtenus. Ironie de l'histoire, Total Energy est en réalité la société qui paie le plus d'impôts parmi les 40 plus grandes sociétés françaises, et le taux effectif moyen d'imposition est de 25% des bénéfices, et le taux médian se trouve à 27%. Pour être plus précis, depuis le début de l'année, les bénéfices bruts des 40 plus grandes sociétés françaises sont de près de 120 milliards d'euros, pour un résultat net de près de 86 milliards d'euros et un montant d'impôt payé d'un petit peu plus de 31 milliards d'euros, ce qui donne un taux global d'imposition de 26%. L'entreprise qui a le moins payé d'impôts, à hauteur de 7%, est Unibail-Rodamco-Westfield, et cela s'explique pour la simple et bonne raison que cette société est un REIT, acronyme de Real Estate Investment Trust, ou SIC en français, acronyme de Société d'investissement immobilier cotée. Or, par nature, et en vertu de l'article 208C2 du Code général des impôts, ce type de société est exonéré d'impôts sur les bénéfices en contrepartie d'avoir pour obligation de redistribuer à ses actionnaires au moins 95% des loyers perçus et 70% des plus-values réalisées. On est donc loin des fameux 5,6% et même le SIC a payé 7% d'impôts sur les bénéfices. Une nouvelle fois, cela ne signifie pas que tous ces impôts ont été payés en France, il s'agit d'impôts payés par des entreprises françaises dans le monde entier et payés en fonction des bénéfices que ces entreprises obtiennent dans le monde, et ce, en vertu de la territorialité de l'impôt. Il est donc absurde de vendre et trompeur que de véhiculer le message comme quoi les grandes entreprises paient très peu d'impôts en France. D'ailleurs, comme on peut le voir sur cet autre graphique, le taux d'imposition médian sur les sociétés au sein de l'Union européenne s'élève à 21,5% en 2021, la France ayant le 5e taux d'imposition sur les sociétés le plus important au sein de l'Union européenne. De la même manière, les recettes liées à l'imposition sur les sociétés ont augmenté plus rapidement que le PIB pour 16 pays de l'Union européenne, dont la France fait partie. A titre d'exemple, tandis qu'en 1995, les recettes liées à l'imposition sur les sociétés représentaient 1,8% du produit intérieur brut du pays, en 2019, ces recettes représentaient 2,8%, un taux légèrement plus élevé que la moyenne européenne de 2,7%. Même l'Irlande, dont le taux d'imposition est pourtant de 12,5%, récolte plus d'impôts par rapport à son PIB que la France.
On voit donc qu'affirmer que les grandes entreprises ne paient pas d'impôts sur leurs bénéfices n'a pas de sens. En ce sens, vouloir les taxer sous prétexte qu'elles seraient des profiteurs de guerre reviendrait en réalité à taxer plus de la moitié de leurs bénéfices. Si par exemple Total était taxé à hauteur de 25% sur ses profits, en réalité, cela reviendrait à lui faire subir un taux d'imposition moyen de près de 50%. En d'autres termes, s'il existe un grand nombre de raisons de critiquer certaines entreprises, la logique du capitalisme de copinage qui prévaut dans de nombreux secteurs, et plus particulièrement pour leur lien avec les pouvoirs politiques, ou encore le fameux arène dont bénéficie Total au détriment d'EDF, comportement créé et promu par le gouvernement, comme nous l'avions vu dans ma précédente vidéo, dire qu'elles ne paient pas d'impôts sur leurs bénéfices est, comme dirait l'autre, de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Finalement, dans un élan d'hypocrisie et de mauvaise foi, certains partent malgré tout du principe que, peu importe que les entreprises sont déjà imposées sur leurs bénéfices mondiaux, pour le simple fait d'être des entreprises françaises, même si leur bénéfice est généré à l'étranger, ces dernières devraient payer des impôts en France, sous prétexte non seulement qu'elles profitent des infrastructures françaises et des bonnes conditions au sein du territoire, avec des employés qualifiés, mais en plus que le simple fait d'avoir un siège en France, dans l'un des pays les mieux équipés du monde, justifie le fait de payer des impôts. Une nouvelle fois, cela dérive d'une vision partielle de la réalité et de la confusion entre l'imposition des bénéfices et la contribution sociale et fiscale à laquelle participent les entreprises. En effet, dans l'Hexagone, l'essentiel de la fiscalité sur les entreprises n'est pas assis sur les bénéfices, et nous avons la particularité d'avoir une multitude d'impôts sur le foncier, notamment la CFE, c'est-à-dire la contribution foncière des entreprises, ou encore les taxes sur les bureaux ou les surfaces commerciales, la masse salariale telle que la taxe d'apprentissage, taxe sur les salaires, versement mobilité, le forfait social, taxe sur les véhicules de société, la C3S pour contribution sociale de solidarité des sociétés, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est-à-dire la CVAE, ou encore sur les dividendes, et ainsi de suite. L'étude réalisée par l'Institut Molinari, intitulée Le partage de la contribution sociale et fiscale des entreprises du CAC 40, français en 2019, est extrêmement révélatrice et démontre à quel point un grand nombre de personnes s'imaginent que le fait qu'une entreprise ne paie pas ou peu d'impôts sur le bénéfice signifie purement et simplement que l'entreprise en question ne paie strictement aucun impôt. Raison pour laquelle le think tank explique que la contribution sociale et fiscale des grandes entreprises en France et dans le monde reste en grande partie méconnue. Les présentations comptables ou financières classiques ne permettent pas d'extérioriser la création de valeur pour la collectivité au sens large. Conçues pour présenter les résultats des entreprises, elles se focalisent sur des données financières et sous-évaluent les gains pour la collectivité française et mondiale, tout en surévaluant les recettes des actionnaires en présentant les dividendes avant impôt. Comme le disait si bien Frédéric Bastiat, économiste que j'affectionne particulièrement, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et comme l'explique également Thomas Sowell dans son livre Basic Economics, rien n'est plus facile que d'avoir des bonnes intentions, mais sans comprendre le fonctionnement d'une économie, les bonnes intentions peuvent avoir des conséquences désastreuses pour toute une nation. Ainsi, outre les différents mythes brisés, comme on a pu le voir au cours de cette vidéo, une fois que l'on prend en compte les données dans leur globalité, et celles-ci ajustées, on se rend compte que, d'après l'étude, en 2019, la contribution sociale et fiscale des entreprises du CAC 40 représentait 389 milliards d'euros. Sur ces 389 milliards d'euros de richesse pour les collectivités françaises et mondiales, les salariés en ont bénéficié à hauteur de 69%, c'est-à-dire pour un montant de 267 milliards d'euros, 80 milliards d'euros pour les États français et étrangers, c'est-à-dire 20%, et finalement les 42 milliards d'euros nets restants se sont distribués entre les actionnaires, c'est-à-dire 11%. Et toi, que penses-tu des bénéfices et des impôts payés par les entreprises du CAC 40 ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo, comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.